Salut les joueurs. Salut les joueurs. Je suis en compagnie de Stéphane Cotil et Stéphane Cotil va nous présenter son nouveau jeu. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Alors, c'est un jeu qui s'appelle L'île au Forban. L'île au Forban. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'île au Forban, donc toi tu vas connaître un petit peu les Pixel Aventure, c'est une première gamme, un premier jeu d'une gamme. Donc Pixel Aventure, il y a le Pixel. Ouais. Ça c'est quelque chose que tu as connu et que moi aussi on a connu sur nos premiers ordinateurs. On parlait tout à l'heure de l'Amstrad, de l'Atari, de l'Amiga. Ben, c'était ce qu'on appelle maintenant le pixel art et qui à l'époque était juste la façon dont ça s'affichait à l'écran. Avec des couleurs limitées, hein, même 16 couleurs, je crois, pour l'Amstrad. Et après, il y avait 32 pour l'Amiga qui était très fort. L'Amiga était très fort. Et donc, on va retrouver ces graphismes un peu plus modernes, plus colorés, plus jolis, faits par un pixel artiste très connu, Chris Alian. Et donc, on va retrouver des scènes comme ça. Et après, l'aventure, les grands jeux d'aventure des années 90, les jeux mi-chasse au trésor, mi-enquête, mi-exploration. On peut citer le Manoir de Mortevieille, Monkey Island. Avant ça, tous les jeux où il fallait rentrer des commandes au texte et tout ça. Et donc on va retrouver comme ça, pareil, une dynamique d'utilisation des objets qu'on va découvrir ici et qu'on va utiliser dans des endroits du jeu pour débloquer les situations, pour passer, pour ouvrir une porte, pour prendre un passage secret, etc. etc. D'accord, donc en fait, là, le jeu, j'installe le cadre, le décor, voilà. Je vois des chiffres et donc je vais sélectionner en fonction de mes clics. Par exemple, on a vraiment une petite scène, comme au début d'un jeu, tu arrives, tu viens de débarquer de l'île, tu es débarqué par Danny qui vient d'emmener sur cette île isolée des Seychelles. Seychelles, un archipel de 101 îles, donc il y a de quoi se payer une petite île privée. Et c'est ton oncle qui t'a invité à venir chercher ton héritage parce qu'il t'aimait bien. D'accord. Ton oncle Christobaille, un peu comme dans la chanson de Pierre Perret, tonton Christobaille. Et mais c'est un oncle un peu bizarre, un peu paranoïaque, qui a une drôle de réputation, ce teint de baroudeur, ce look un peu de pirate avec la boucle d'oreille et tout ça. Et tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et tu débarques et tu vois tout ce yacht qui n'est pas le sien. Danny est reparti et reviendra te chercher dans 8 heures. 8 heures en tranche de 5 minutes, ça veut dire 96 actions. Ça veut donc dire qu'en fait, tu as tout ce tour de cette petite carte et verso pour résoudre ton histoire. Et ton histoire, ça va être donc de trouver ton oncle déjà, qui n'est pas sur le ponton, qui ne t'accueille pas, c'est suspect déjà, mais on sait qu'il est vraiment dans une sale passe de paranoïa, qu'il a peur d'être rattrapé par son passé, c'est ce qu'il t'a écrit. Tout ça t'est expliqué évidemment dans le petit prologue ici. Très bien. Qu'il faut lire évidemment avec la règle avant de jouer. Et tu as également donc la quête de ton héritage. Mais qu'est-ce que c'est ton héritage? Un papier du notaire? Ça peut être des bijoux de famille, on ne sait pas. Voilà, peut-être que c'est un truc complètement sans valeur. Genre, tiens, regarde, j'ai une photo de ta mère à 10 ans à son mariage. Super. Enfin, avec cet oncle-là, méfions-nous. Et trouver votre récompense, et là où on score, c'est entre guillemets. Donc il va falloir quand même essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ton oncle n'est pas là, qu'est-ce que c'est que ce bateau, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir explorer comme ça. Donc là, on voit d'évidence, on a une corde sur le ponton. Une corde dans un jeu d'aventure, c'est toujours utile. Je retourne pour explorer cette partie. J'aurai un petit pointeur ici, donc je vais dépenser une action ici pour explorer mon ponton et j'obtiens donc cette corde qui est le numéro, si tu peux me le dire, le numéro 48. 48. Donc je vais dans le deck ensuite. 43. Voilà, je vais dans le deck, je reprends, et c'est le numéro 43. Je vais dans le deck de la pioche des pistes, qui est le numéro, et là je vais au 43. J'obtiens donc une corde objet lourd que je mets dans mon sac à dos. Et là, je remarque que l'inventaire, il n'est pas extensible à l'infini. Tu ne peux pas tout porter, donc tu as 4 emplacements pour ton inventaire. Si tu as trop d'objets lourds, des marrons, parce qu'il y a aussi des objets légers, on peut trouver un papier. Un papier, tu le mets dans ta poche, c'est pas bon. Là, tu auras une limite à 4. Il faudra abandonner un objet quelque part pour en prendre un autre qui t'intéresse plus. Donc, il y a une petite dynamique. Et là encore, si jamais tu t'aperçois, cet objet que j'ai laissé là-bas, il faut que j'aille le chercher, il faudra encore dépenser une action pour revenir sur tes pas, prendre l'objet. Donc, tu vois bien qu'il va y avoir une gestion fine. Qu'est-ce que j'explore, qu'est-ce que je garde et comment j'essaye de faire des actions. On a par exemple ici des explorations, des choses. On a ici le yacht, on peut aller voir ce yacht. On voit qu'il est complètement saboté, complètement dégradé avec des fils apparents. Et on a une action possible. On a ce petit chemin en pixels, ce petit motif là. Les couturiers parleraient d'un pattern, les couturières, d'un patchwork. Et on a les petits points. Et ça veut dire qu'on peut utiliser un objet sur cette carte. Et pour ça, je dis
je vais utiliser la corde sur le yacht, c'est un peu idiot, mais c'est pour la démo. Et ça veut dire qu'en fait, je regarde s'il y a une connexion qui se fait entre les deux. Et si c'est le cas, je lis en face. Là, je crois qu'il n'y a pas de, connexion. Voilà. Par contre, j'ai obtenu un jerrycan sur ce yacht et c'est la carte. C'est la carte 63. 63, donc on va obtenir un jerrycan d'essence qui peut être utile, je pense. 63. Est-ce que le jerrycan d'essence est plus utile que la corde? Oh, certainement. Certainement, mais voilà, on a un texte qui correspond, tu fais glisser. Et voilà, on a excuse-moi, je vois pas à l'envers. C'est vraiment le jerrycan? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Alors, voilà, oui, certainement là. D'accord, oui, effectivement. Et le jerrycan, on te dit que oui, c'est bien, mais le yacht, il est vraiment endommagé, les fils sont arrachés, c'est pas du tout avec juste du canon d'essence, c'est pas une panne sèche, quoi. Voilà, donc tu n'as pas perdu ton jerrycan, tu as juste perdu du temps. Tu gardes bien ton jerrycan, il est toujours plein, et tu reprends encore un temps. Et voilà. Et quand tu as des flèches comme ça, tu vas pouvoir explorer, comme dans les jeux de l'époque, des petites scènes à chaque fois qui rappellent d'ailleurs un peu l'écran carré. Complètement, oui. Là, tu vois, on va vers D, on va aller dans la pioche des lieux, chercher le lieu D. On a des petits caches comme ça pour éviter trop de se spoiler quand on attend. On a un autre ici pour la pioche des pistes. Oui. J'ai caché. Voilà. Et voilà. Et donc il faut réfléchir, mi-enquête, mi-chasse au trésor, et bien observer les scènes. On voit qu'il y a du détail très très fort dans le pixel art. On voit il y a des choses. Là il y a un petit crabe. Ici on a un panneau. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant décrit sur ce panneau? Alors, évidemment, comme c'est en pixel art, on ne voit pas. Il faut regarder. On va retourner, il faut fouiller. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, à part peut-être quelque chose dans l'eau. On ne sait pas. Voilà. Donc un jeu qui peut se jouer parfaitement en solo, en fait. On peut y jouer en solo. Moi, je conseille toujours de jouer à plusieurs parce que c'est tellement plus marrant de ne pas être d'accord. Et je t'avais dit de ne pas retourner ça, on perd du temps. Et là, il faut essayer ça là-dessus. C'est tellement plus drôle. 96 actions, le temps de discuter, etc. Ça fait on est sur 1h15, 1h30 de jeu. Voilà, d'accord, oui. Avec les paquets de cartes, on a 87 cartes. Donc, effectivement, ça occupe un petit moment. Et c'est aussi l'occasion de jouer avec ses enfants parce que c'est à partir de 10 ans. Oui. Et voilà, parce que c'est maman, papa, vieux papa geek et puis ses enfants, c'est toujours pareil. Ou maman. Hein. Et ça t'est venu comment alors cette idée? On en parlait tout à l'heure de ces jeux d'aventure de l'époque. Et moi, c'est vraiment. Moi, c'était donc Le Passager du Temps qui a été la révélation sur Amstrad CP628, qui était un jeu vraiment avec un chat en mascotte, le chat de Gaston Lagaffe. Et il fallait retrouver son oncle encore qui était parti dans le temps, carrément. C'était un inventeur. On s'apercevait en fait, une fois qu'on était entré dans sa maison et qu'on avait trouvé son atelier, qu'il avait inventé une machine à remonter dans le temps. On se retrouvait au temps des pirates, à essayer de le sauver la mise et tout ça, c'était très bien fait. Alors pareil, que des graphismes, 4 couleurs, mode 1, voilà. Et c'était très bien, il fallait être très très astucieux. Parmi les énigmes incroyables qu'il y avait à faire, par exemple, il fallait penser à mettre une pièce de monnaie qu'on trouvait dans la poche de sa blouse en dévissant l'ampoule pour mettre la pièce dans la douille, revisser, allumer l'électricité pour que ça provoque exprès un court-circuit qui te permettent de débloquer un coffre-fort électrique. D'accord. Et ça, ce genre d'astuces comme ça, tu les as placées là-dedans aussi? On en a placé d'autres, mais effectivement, tous les objets servent quasiment à quelque chose, servent de trois, parce que c'est rigolo aussi de s'insister sur d'avoir un objet que tu crois super utile, que tu vas te traîner tout le temps, et qui en fait ne sert à rien, évidemment, c'est toujours très amusant. Parce que ça t'occupe en plus une place monstrueuse dans ton inventaire. Voilà, donc ça fait du jeu, ça fait des discussions, c'est ça qui est marrant. Et donc ça c'est l'un de tes jeux, mais tu as fait d'autres choses. Voilà, j'ai fait aussi une gamme de jeux de cartes comme ça, en 55 cartes de jeux d'enquête aussi. On commence sur une frise de crime. Un crime a eu lieu, tu es appelé sur place, généralement tu es à la police. Et en fait tu vas, pareil, retourner, analyser la grande fresque de la frise de la scène de crime, qui est constituée généralement de 12 cartes ou 15 cartes, donc une grande image composée de plein de cartes, et il y a des indices sur chaque carte. Donc il faut bien regarder, il faut bien analyser, qu'est-ce que c'est que ce truc sous le lit qui dépasse, le cadavre évidemment, pour avoir quand même, savoir un peu, au moins superficiellement, comment il est mort. Et après tu suis les pistes, est-ce que tu veux demander une autopsie, est-ce que là tu as une adresse, est-ce que tu vas aller interroger cette personne et tout. Et là encore, il est mieux de ne pas tout faire parce qu'on va t'évaluer aussi sur le nombre de cartes qui te restent que tu n'as pas exploré à la fin et tes bonnes réponses. Donc c'est un jeu d'enquête dans lequel on peut trouver aussi ces réponses, qu'on doit dire, ben voilà, je pense que c'est l'assassin parce que sur l'arme de crime par exemple il y a des empreintes et ce monsieur là il a ces empreintes là et ainsi de suite. Tout ça. On peut toujours justifier ses réponses. C'est pas des jeux d'enquête tirés par les cheveux. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça s'appelle Crime Zoom, c'est le même éditeur, Aurora. Et on a toute une gamme comme ça de 6 enquêtes, à chaque fois dans des univers différents. On a du Agatha Christie avec Écrivain mortel, avec un manoir anglais, un
écrivain qui disparaît le soir de la fête de la sortie de son livre. On a No Fools qui se passe dans le monde du SM, qui est un scénario un petit peu plus original, un peu plus adulte, qu'on voit assez rarement dans le monde du jeu. Plus dans le monde du jeu de rôle, mais moins dans le monde du jeu. Et avec ça de suite, on a voilà, Brooklyn, des États-Unis. On a celui-là aussi qui est un hommage à Hitchcock, Fenêtre sur Crime, qui est une image évidemment à Fenêtre sur Cour de Hitchcock, où on incarne Grace Kelly qui va enquêter sur son petit ami photographe qui a été défenestré. Et donc on se retrouve chez les photographes. On a un beau poster, on a la résidence en face avec les voisins, ils sont pas tous très nets, et des photos qu'il a prises des voisins, et on voit qu'il a pu se passer des choses avant qui auraient pu justifier qu'un de ses voisins n'ait pas trop apprécié d'être espionné, d'être pris en photo, et ait pu avoir envie de se venger, exactement comme dans le film. Évidemment, c'est un autre scénario que le film. Oui, bien sûr, ça j'imagine. Très bien. Et donc Stéphane, peux-tu me dire si, par exemple, quand tu écris ce type de jeu, est-ce que ça a rapport avec le jeu vidéo? Est-ce que tu vois des connexions? Est-ce que c'est pareil? Alors j'écris aussi pour le jeu vidéo, là, indépendant, je vais faire un jeu vidéo ici. Et en fait, ce qui compte, c'est de raconter une histoire. Oui. Donc d'être d'écrire quelque chose d'intéressant, de très authentique par rapport à toi, ce qui te fait vibrer. Tu vois, par rapport à, là, je me suis inspiré des jeux de ma jeunesse, et c'était important, ça a amené des idées, et ça amène aussi une forme d'authenticité. Je pense que c'est très important pour un auteur d'être soi-même, de ne pas se forcer sur des sujets qui ne t'intéressent pas, des choses comme ça, et d'avoir une richesse d'émotions, d'avoir juste dans tes personnages. Et ça, que ce soit pour du jeu d'enquête, du livre-jeu, du jeu vidéo, c'est toujours des recettes qui vont te servir. Évidemment, plus tu développes des compétences, comme là, moi j'ai pas mal d'amis qui sont médecins légistes ou gendarmes et qui vont m'aider sur des trucs où j'aime bien interroger les gens pour des enquêtes dans certains milieux. Par exemple, j'ai un copain, là j'ai fait une enquête sur la peinture, j'ai un copain qui est artiste peintre, j'ai évidemment fait une petite interview, et ça se passe comment, et parce que c'est très amusant d'aller vers des métiers que tu connais pas du tout, et comment ça se passe, et on n'imagine pas en plus, il y a toujours des trucs qu'on n'imagine pas. Et donc ça c'est très intéressant, et finalement tout ça c'est une fondation qui va te permettre de faire un peu ce que tu veux. Demain on te demanderait d'écrire une série télé, ça serait finalement pas tellement différent. C'est juste le format qui change, les contraintes changent, parce qu'évidemment, par exemple, la masse de texte sur un petit jeu de cartes comme ça n'est pas la même, évidemment, sur un livre de 180 pages, qui sera encore autre chose sur un jeu vidéo, et ainsi de suite. Mais je pense, oui, c'est important d'être bon dans son domaine, de chercher toujours à être authentique, à écouter les gens parler de leur domaine, de leur métier, pas forcément s'inspirer de livres et de jeux du même, disons déjà de la fiction, aller vers le documentaire, les biographies. En plus, avec Internet aujourd'hui, on peut avoir des témoignages de gens sur YouTube, on peut avoir des émissions, on peut avoir des biographies très spécialisées, on peut trouver n'importe quel livre, même qui est épuisé depuis 20 ans, tu peux l'acheter sur Abibook, sur Le Bon Coin. Et ça, faut pas hésiter à aller à la source du sujet qui t'intéresse, parce que tu auras toujours des anecdotes extraordinaires de vie. Et comme je dis toujours, si tu penses que la fiction est plus riche que la réalité, c'est que tu n'as pas bien fait ta documentation. Voilà. Ok. Ah bah donc, c'est pas mal, c'est inspirant en tout cas ça. C'est-à-dire que tu as des scénarios qui vont pouvoir arriver. En fait, t'arrêtes jamais. Non, j'arrête jamais. C'est vrai qu'on m'emberge toujours. Et donc, tu m'as parlé aussi de livres, hein, c'est ça? Voilà, alors je suis aussi auteur de livres. J'étais chez 404, j'avais une collection qui s'appelle les Crime Books. Une grosse collection de bouquins de 180 pages avec 9 indices papier. Et en fait, tu peux lire ça comme un roman, arriver à la fin, et puis on va lire la solution à la fin, sûr, qui est résumée sous forme d'une émission de radio, genre enquête sur investigation, tu vois, avec des gens qui s'engueulent, des trucs comme ça, ou alors un article de presse. Et tu as comme ça, avec les indices, en fait, si tu lis attentivement, que tu prends des notes, que tu reviens, tu regardes les dépositions des gens, et avec les indices papier que tu as eu, tu peux normalement trouver le coupable par toi-même. D'accord. Voilà. Donc c'est malin. Le mobile, tout ça. D'accord, donc des jeux malins. Ça c'est pratique parce que c'est vraiment les formats petits, les formats qui s'emmènent partout. Oui, alors attention quand même, le jeu prend de la place sur la table, parce qu'il y a 14 emplacements comme ça lieu à la fin, donc imagine que ta table est quand même bien remplie, donc c'est pas une tablette de TGV, mais oui, c'est un jeu à 15 €, enfin 14,90. Les Crime Zoom sont disponibles en boutique à 12,90, donc effectivement c'est petits jeux d'enquête. C'est petits jeux malins, voilà. Avec à chaque fois des univers différents. Voilà. Bon, donc je trouve ça trop bien. C'est quoi le prochain jeu? Alors le prochain jeu, là je viens de finir, on est en train de finir un jeu pour Helvétique. C'est un jeu d'investigation journalistique, c'est un jeu de sensibilisation de la RTS, la radio-télévision suisse, pour dans ce monde de fake news, dans un monde où l'information elle est continue et on est complètement assommé et les gens ils savent plus quoi croire. Encore plus avec
l'arrivée de l'IA, où on peut faire des fakes vidéo maintenant et des fakes visuels en deux assez facilement, de donner aux gens les outils pour recouper les informations et comprendre le travail d'un journaliste. Voilà, donc c'est du serious game, mais ça va être quand même un jeu d'enquête, mais on est ce coup-ci journaliste. Voilà. Oh là là. Et la première enquête, c'est qu'on a un tout petit monstre un peu bizarre qui a été pris en photo sur Instagram, sur le lac Léman, et on va essayer de comprendre, est-ce que c'est un canular, est-ce que c'est une tortue marine échouée là, est-ce que c'est un sculpteur, parce qu'il y a une expo pas loin, un sculpteur qui veut faire son buzz, une boîte d'effets spéciaux qui veut faire sa pub, on ne sait pas. Voilà. Et on enquête, mais comme journaliste, pas comme policier. C'est un chat helvétique alors, ça. Celui-là sera un chat helvétique. Chat helvétique, ouais. Et je n'ai pas de nom, je ne sais pas encore, ils n'ont pas encore de nom. Voilà. Bon, on va suivre tout ça alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Salut les joueurs.